Et je vais bientôt avoir 50 ans. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc moi, je me suis dit, je vais négocier un départ, en fait. Et là, ça a été super compliqué. Tout d'un coup, tout s'est figé. Oui, j'avais le chômage, mais je me suis dit, mais moi, je veux continuer d'apprendre, je veux continuer de me former. À 15 jours de la fin de ma période d'essai, donc 5 mois et demi, on m'a remercié. Et j'avoue que je suis vraiment tombée de ma chaise. Être authentique et intègre, c'est ce qui vous permet d'avancer et d'être reconnu pour votre valeur. Et la bonne valeur. On ne sait pas combien dehors ça peut être difficile, combien ça peut être dur, et notamment quand on passe les 50 ans. On peut avoir plus de 50 ans et être un high potential. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je vois, c'est que les plus de 50 ans, ils ont l'expérience, ils ont l'expertise, ils ont la disponibilité et ils ont les codes. Bonjour Hélène. Bonjour Mathilde. Je suis trop contente que cette interview ait lieu. On a décalé plusieurs fois parce qu'on a toutes les deux beaucoup de sollicitations, mais cette fois-ci ça a lieu et je suis vraiment ravie, donc merci beaucoup. Merci à toi. Alors moi je suis aussi ravie parce que je suis ravie de pouvoir répondre à tes questions qui vont être probablement très pertinentes. Et puis la thématique que tu as choisi de développer est une thématique qui est tellement dans l'actualité et tellement qui concerne tout le monde que je suis très flattée, très honorée de pouvoir répondre à ton micro. Moi, je te connais un peu, Hélène, parce qu'en fait, ça fait quelques mois qu'on m'a présenté à toi. Si toi, tu devais te présenter en quelques mots, tu dirais quoi ? Comment tu te présentes ? Alors, je suis Hélène Dexman-Ruiz, je suis directrice RSE, diversité et inclusion dans l'aéronautique, dans un groupe qui fait du cargo et du fret. Pas très féminin, mais je suis pour rien au monde je changerais parce que c'est justement c'est génial, c'est ça qui est différent, c'est ton fameux aspect différenciant. Et en parallèle, je suis également copilote du think tank Les Femmes et l'Intelligence Artificielle au laboratoire de l'égalité. Pas mal, on va avoir beaucoup de matière à discussion, c'est parfait. Quand tu étais petite, Hélène, tu t'imaginais comment ? Alors au niveau professionnel ? Ouais. Alors moi, je rêvais d'être prof de français à l'étranger. Quoi à l'étranger ? Eh bien parce que j'avais envie de transmettre l'amour du français à l'étranger, dans les lycées français, à l'étranger, parce que je trouve que la langue française est tellement riche et que on l'abîme tellement en ce moment. Alors là, c'est aujourd'hui, mais c'est vrai que quand j'étais petite, c'était, comme on dit, mon grand kiff. J'avais vraiment très envie d'être prof de français à l'étranger. Et puis après, ça a un peu évolué. Et mon grand rêve, c'était de travailler chez L'Oréal. Extraordinaire, parce qu'il y avait un rêve de quoi ? De ces cosmétiques, de l'image de la femme L'Oréal ? Oui, sans doute. Un mélange de tout ça. La puissance, l'influence, le pouvoir. Bon, aujourd'hui, rien du tout. Je suis ni prof de français, ni avec une quelconque position chez L'Oréal. Donc, absolument rien à voir. Comme quoi, on fait des projections et puis on prend des chemins de traverse. Bah ouais, d'autres chemins. T'étais du genre bon élève, t'étais appliquée, t'aimais l'école, t'étais comment ? Alors, j'aimais bien l'école, j'aimais surtout réussir. Alors, j'étais une bonne élève, mais ça me tombait, il fallait que je travaille. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tombait tout cru. J'avais des bonnes notes, mais parce que j'avais bien bossé derrière. T'étais consciente de la valeur, de l'éducation, de l'importance, c'est quoi ? C'est le goût de l'effort, c'est la culture à laquelle tu accédais, qu'est-ce qu'il y avait derrière ? C'était l'accès au savoir, le fait j'avais un prof de français qui était extraordinaire, un prof d'histoire où on n'avait juste pas envie que les 2 heures s'arrêtent. J'ai eu de très bons profs. J'en ai eu des moins bien aussi, mais ça fait partie du jeu. Mais oui, j'avais envie d'être tirée vers le haut, par le haut. J'avais envie de... Oui, c'est pareil. L'esprit, en tout cas, c'est comment on pouvait... Moi, j'avais une envie d'être nourrie intellectuellement. J'avais vraiment besoin de... Alors, je lisais beaucoup. Voilà. Et en fait, je pense que ça m'a permis... C'est pour ça que j'étais bonne en français. J'ai été plutôt bonne en expression écrite. Et je me souviens que j'ai eu une note d'orthographe d'une moyenne qui a été de 19,5 pendant 3 trimestres.
Mais ça n'arrive jamais, Hélène. Mais bon, voilà, bon. Alors moi, donc t'étais de la dictée pivot, tu t'entraînais sur ce genre de trucs. Les autodictées. Peut-être qu'en fait, c'était... Ouais, les autodictées. On avait des autodictées, je sais plus si ça existe encore, mais les autodictées, et puis le fameux bled, les règles d'orthographe, on était biberonnés au bled, aux conjugaisons tous les temps. Il n'y avait pas de, bah non, c'est trop compliqué d'apprendre le plus que parfait ou le futur. Non, on avait une ribambelle de temps et je pense que c'est ce qui manque peut-être à la génération actuelle, les petits, quoi. Pour pouvoir exprimer ses émotions, recadrer dans un temps, dans un espace-temps, dans un moment. Est-ce que ça te sert toujours autant, cette plume, ce goût pour l'écrit? C'est un fil rouge dans ta carrière? Tout à fait. Moi, j'estime que quand on fait un mail, même le simple mail, on n'est pas obligé de tirer à boulet rouge dans un mail. On peut, alors évidemment, il y a les formules de base qui sont les bonjours, les au revoir, les merci, mais on peut demander quelque chose en y mettant les formes. Et quand on rédige un mail, bah il y a aussi un petit peu de, je me sers de ma diplomatie, je me sers de la façon dont je m'exprime. Donc même dans la vie de tous les jours, on a besoin de pouvoir dire les choses correctement et avec empathie, avec bienveillance. Et donc oui, ça me sert toujours et j'aime toujours autant lire. Donc tu es une consommatrice de bouquins infinie? C'est ça. Et je suis sûre que tu vas me demander qu'est-ce que tu lis en ce moment. Je le demanderai, mais tu peux me le dire maintenant. Alors, en ce moment, Est-ce que tu es du genre à avoir plusieurs livres ouverts en même temps ou est-ce que c'est un à la fois? Alors moi, je suis plutôt un livre, mais je peux lire... alors j'adore Agnès Martin-Lugan, donc elle, je la dévore d'un coup et il n'y a rien qui m'arrête. Par contre, il y a d'autres livres qui sont plus pesants et notamment, je suis en train de lire le livre d'Arthur en ce moment, Un bédouin s'est perdu dans Paris. Et j'ai besoin de faire des pauses, j'ai besoin de prendre un magazine plutôt que de lire. Voilà, pas en continu parce que c'est trop lourd. Ouais, mais c'est un excellent bouquin. Au-delà j'allais dire, d'occuper des rôles, et on en parlera, importants dans les entreprises, un autre fil rouge, c'est la place des femmes dans la société, dans le leadership. Comment est-ce que c'est venu? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? C'est nourri par quoi? Je sens que c'est profond. Ah, c'est hyper profond. Et alors, en fait... Moi, j'ai eu 2 rôles modèles dans ma vie. Mon premier rôle modèle, ça a été ma grand-mère, qui a été incroyable, une aventurière qui était autant sur les chars de Paris à la Libération que une femme très autonome qui voulait travailler parce que ça faisait partie de ses objectifs et qui a commencé en étant chez Elle, en étant livreuse. Donc elle déjà le magazine Elle. Tout à fait. Donc je sais même pas en quelle année, Libération de Paris c'est 45, donc après-guerre. Ma grand-mère était de 23, donc elle a commencé très jeune. Elle voulait, très avant-gardiste, donc elle travaillait chez Elle. Elle était livreuse, elle livrait des soutiens-gorge, donc déjà elle avait son permis, donc déjà c'était quand même un truc pas banal pour l'époque. Elle voulait être indépendante financièrement, donc elle travaillait. Alors je sais pas combien de temps elle a travaillé chez Elle, c'est pas non plus 25 ans, mais voilà, elle avait tout ça, et ça c'est ce qu'elle m'a transmis, et ça a été un profond rôle modèle pour moi, et toujours, même si elle est plus de ce monde, mais je pense toujours à elle et tout ce qu'elle m'a transmis, avec cette volonté de dire faut toujours essayer, parce que si tu tentes pas, bah tu n'as rien. Donc et d'ailleurs ma devise actuelle c'est le non tu l'as déjà, donc le non et le oui. Exactement. Donc ça c'est mon premier rôle modèle, c'est ma grand-mère, et mon deuxième rôle modèle, c'est une pionnière. Totalement. Des femmes de cette génération-là. Mais pionnière. C'est incroyable. Mais pionnière, parce que ma grand-mère a été ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, a été l'une des premières femmes à divorcer. On ne divorçait pas à l'époque. C'est impossible. Ma mère avait 5 ans quand mes grands-parents sont séparés. Ça se faisait pas du tout, quoi. Pas du tout. Donc j'ai déjà ça dans les gènes. Moi j'ai été élevée au matriarcat entre guillemets, et le deuxième rôle modèle c'est ma maman qui est toujours présente, mais voilà, qui a Alzheimer, donc c'est compliqué. Et maman, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a dans les veines chez nous. On est féministe, mais alors attention, et je le tiens vraiment. Vas-y, ça c'est important. Alors personnellement je suis féministe, humaniste, c'est-à-dire que il n'est pas question de remplacer le patriarcat par le matriarcat, qui n'a aucun sens.
mais de dire on avance femmes et hommes ensemble et pour construire un monde meilleur, pour que les droits des femmes atteignent enfin que les femmes atteignent les mêmes droits que les hommes. Là, on parle du 11 novembre, enfin du mois de novembre où les femmes arrêtent d'être payées parce que justement il y a cette différence d'écart salarial. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on peut chacune à notre niveau faire bouger les lignes pour que nos filles, nos petites filles, nos arrière-petites-filles et puis toutes les petites filles actuelles puissent continuer à vivre en paix avec des droits qui leur soient égaux à ceux leurs droits soient égaux à ceux des hommes, et avec la reconnaissance d'être né là où on est né aussi, parce que naître afghane ou iranienne malheureusement aujourd'hui, je pense que c'est très très compliqué, encore plus en Afghanistan où on efface les femmes. Du coup, hyper intéressant que tu positionnes humaniste après féministe. Ah, mais totalement. Parce que féministe, du coup, si je le prenais, au sens basique, voudrait dire quoi? Que les femmes doivent rayonner plus que les hommes? Je le percevais comme un système d'égalité, mais du coup peut-être à tort. Non, tout à fait. Il n'y a pas de raison que les hommes soient meilleurs, que soient mieux rémunérés. Non, on est femmes et hommes. Pour moi, on est sur un terrain d'égalité, sauf que la société, on sait telle qu'elle a été construite depuis des générations, ne donne pas les mêmes droits aux femmes. Et aujourd'hui, quand je dis humaniste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre entre les femmes et les hommes, parce que ça n'a pas de sens. Je pense qu'on a suffisamment... C'est bon, ouais. On a ce qu'il faut en ce moment pour pas avoir le moral au plus haut. Donc, je trouve que être humaniste, être féministe humaniste, c'est le bon combo pour pouvoir faire bouger les lignes, pour pouvoir avancer et pour pouvoir montrer que hommes et femmes, on est totalement complémentaires et que aujourd'hui, bien sûr qu'il y a la diversité et l'inclusion, bien sûr qu'il y a toutes les études McKinsey, Deloitte et compagnie qui disent que si dans les équipes diverses c'est un levier de performance et économique et financier, mais les femmes on représente 52% de l'humanité, donc on va pas se passer de 52% des talents ou mettre 52% des talents sur le côté, c'est pas possible. Donc c'est en ce sens qu'il faut c'est toujours un problème d'éducation en fait. C'est comment on fait pour pouvoir faire bouger les lignes, nous, et puis à nos enfants. Et quand on est maman de petits garçons, ça passe aussi par l'éducation des garçons. C'est clair. On éduque, personnellement, je pense avoir éduqué mon fils de la même façon que ma fille. Et c'est pas, tu restes assis, c'est ta sœur qui va débarrasser. Non. Alors moi, j'ai pas de fille, mais j'ai 4 garçons. Et je considère que j'ai effectivement un rôle important de leur expliquer la valeur des femmes, le rôle des femmes, et du coup d'aller dans ce côté, on avance ensemble. Elles sont essentielles, vous leur êtes essentielles. Exactement. Et construisons. Et après, il y a évidemment beaucoup d'enjeux autour du respect et de plein d'éléments qui sont essentiels. Mais les parents de garçons ont un sacré rôle à jouer mais dans complètement. Et alors si je peux partager une expérience, donc j'interviens assez régulièrement pour le laboratoire de l'égalité, pour des conférences, pour des tables rondes, etc. C'est quoi ce laboratoire de l'égalité, Dina? Alors 3 mots pour ceux qui ne connaissent pas. Le laboratoire de l'égalité, c'est une association qui existe depuis 15 ans et qui promeut l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc je suis bénévole depuis 7 ou 8 ans. Et donc moi, je m'occupe de tout ce qui est femmes et intelligence artificielle. Donc comment on peut dire aux filles, engagez-vous, allez dans les STEM pour rejoindre la tech, pour de la même façon dire aux femmes, rejoignez la tech parce que vous serez... mieux rémunéré, alors vous serez peut-être moins attendu que si vous êtes dans les cosmétiques, mais en revanche, c'est un vrai levier d'émancipation sociale et financière. Et comment on fait pour donner envie. Et au-delà de ça, c'est effectivement, on sait que dans les écoles d'ingé, il y a que 27% de filles versus garçons. Donc ça veut dire qu'on a un vrai trou dans la raquette, qu'aujourd'hui, il faut vraiment préparer demain avec il faut rattraper le retard, entre guillemets, et encore plus avec la révolution de l'IA, avec les révolutions les algorithmes, il faut savoir, donc là je digresse, mais
je digresse, mais il faut savoir que 88% des algorithmes sont construits par des hommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que les hommes, inconsciemment ou non, ils reproduisent leurs biais. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, là, il y a quelque chose à faire. Donc, il faut que les filles soient présentes dans la tech et globalement dans l'industrie. Donc, tout ça pour dire que le laboratoire de l'égalité, je suis très investie pour pouvoir porter la bonne parole, évangéliser les filles, les femmes, parce que les femmes quittent aussi la tech pour différentes raisons. Et l'anecdote que je voulais raconter, c'est que je suis intervenue pour une grande banque française un soir il y a l'année dernière pour Femmes et IA, justement pour sensibiliser, dire bah voilà ce qui se passe, voilà le constat, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, et en fait, ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes et majoritairement d'ailleurs. Et en fait, quand je leur parle du fait que les femmes, en tant que femmes, voilà ce qu'on pense, voilà ce qui se passe, c'est concret, etc. Donc oui, ils m'écoutent. Par contre, ils m'écoutent davantage quand je parle de leurs filles. C'est-à-dire que quand ils sont papas, quand ils ont des filles et quand ils se rendent compte, exactement. Et quand ils se rendent compte que finalement tout ce que leur femme subit entre guillemets, parce que voilà, mais tout ce que leur femme peut rencontrer au niveau discrimination ou choses pas très sympas au niveau de l'embauche, au niveau des salaires, au niveau de l'accueil, au niveau de je te coupe en réunion, ce genre de choses. Alors leur femme leur raconte, mais en fait ils sont moins sensibles. Alors que quand c'est leurs filles qui prennent leur premier job, qui leur racontent, là en fait ils sont vachement sensibilisés. Et ça, c'était un truc qui m'a marqué parce que je me dis, c'est peut-être par les papas, par les nouveaux papas où les hommes se sentent davantage concernés. Alors c'est mon opinion et ça n'engage que moi, mais se sentent davantage concernés quand leur fille rencontre ce genre de problème plus que leur épouse. Non, c'est marrant. Et puis effectivement, sans doute doivent-ils se dire, on peut pas être responsable, on peut pas continuer d'œuvrer, de construire ce monde dans lequel elles auront moins leur place que les hommes. Oui, et puis je pense qu'il y a un effet miroir. C'est-à-dire que là, avec leur fille, ils se rendent compte que peut-être que eux aussi ils ont accueilli des stagiaires ou des premiers emplois ou genre de personnes. Et en fait, peut-être qu'inconsciemment ils ont eu aussi une parole déplacée ou une attitude pas très sympa, aller me faire le café, ce genre de choses, quoi. Et en fait, c'est comme ça, l'espèce de mise en reflet, de mise en miroir, voilà, la prise de conscience. Et ça, ça m'avait vraiment touchée, quoi. Tu t'es déjà sentie, question évidente, discriminée parce que t'étais une femme dans le développement de ta carrière? Alors, je dirais oui, probablement. Alors, comme nous toutes, parce que, en fait, on s'aperçoit, même si ça part d'un bon sentiment, il y a toujours des gens qui prennent des décisions pour vous, sans vous demander, il faudra vous poser la question. Exemple, vous revenez de congé mat, et là, il y a une promotion qui peut arriver, et alors, c'était pas mon cas, mais je l'ai déjà vu. C'est non, on va pas lui proposer à elle parce que se poser là avec son enfant. Se poser, elle va pas être très dispo et puis non, faut qu'elle récupère. En fait, demandez-lui quoi. Au lieu de prendre et ça fait partie des biais inconscients, les fameux biais où on prend le biais, je me souviens plus le nom du biais en question, mais c'est demander, poser la question plutôt que de prendre, et ça part souvent d'un bon sentiment. Oui, mais d'un biais inconscient. Voilà. Et on en a tous, hein. Voilà. Donc voilà. Donc est-ce que je me suis déjà sentie discriminée? Probablement, mais en fait, je ne retiens pas parce que moi, ce que j'ai envie de voir, c'est pas ce qui s'est passé, mais comment je peux avancer et comment je peux arriver là où j'ai envie d'arriver. T'es hyper positive, t'y crois, t'as bien raison. Oui, parce que je me dis, il y a deux façons de voir la vie, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. À moitié vide, c'est pas terrible parce qu'à part faire ouin, et peut-être qu'il y a des bonnes raisons de faire ouin, mais en fait, c'est pas de cette énergie-là dont vous avez besoin, dont on a besoin d'avoir pour pouvoir se construire ou se reconstruire après quelque chose de difficile. Donc, je pense que être positif, être enthousiaste, être dans la volonté de dire qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui fait que j'ai réussi ma journée, le fait même d'avoir fait des choses sur sa to-do, peut-être pas hyper importante, mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, merci de cette journée, comment je peux être reconnaissante, comment je peux être pleine de gratitude.
Et oui, je crois que c'est un moteur, le dynamisme, le positivisme, je pense que c'est un vrai moteur pour aller plus loin. Et puis je pense que c'est surtout furieusement communicatif. C'est clair. Ah mais on en a un besoin. Exactement. Et ça fait du bien. J'allais dire, notre monde étant légèrement instable et incertain, c'est clair. On a plus besoin que jamais de cet optimisme et de cette énergie. Merci pour ça. Ça a une puissance. Mais de dingue. Et puis se rendre compte des petites choses, les petits bonheurs, moi je dis toujours les petites pépites du quotidien. Bah voilà, on n'a peut-être pas une super journée formidable, mais il y a forcément des petites choses qui sont venues vous égayer. Quelqu'un, même quelqu'un que vous connaissez pas, qui vous tient la porte, qui vous dit merci, parce qu'aujourd'hui plus personne vous tient la porte dans le métro et plus personne vous dit merci. On vous la balance. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est toutes ces petites choses qui étaient peut-être, alors je vais pas dire c'était mieux avant, parce que c'est pas ça. Il y a plein de choses qui sont très chouettes. Mais voilà, un sourire rendu, un merci ou je tiens la porte, enfin voilà, il y a ça et puis il y a des bonnes réponses, des bonnes choses dans votre job, un projet qui avance, des enfants qui sont heureux de venir vous voir à la maison quand ils sont grands et qui vous dites c'est bien, j'ai réussi. Alors finalement, voilà, c'est plein de petites choses, un bon bouquin, un thé, là c'est les circonstances, un peu de soleil, voilà. Non, mais c'est... Feu de cheminée, et quand on n'a pas de cheminée, moi j'avais acheté une petite lampe avec des vraies bûches, et puis vous l'allumez, et là ça fait, il manque plus que la bougie qui fait feu de bois et qui scintille. C'est trop sympa. Donc voilà, c'est comment on se met dans un good mood pour pouvoir avancer. Quels ont été jusque-là, Hélène, parce que tu as encore énormément de chemin et de contributions, quels ont été jusque-là les temps forts de ta carrière ? Alors moi j'ai commencé à Paris et puis très rapidement je me suis mariée, je suis partie à Bruxelles. J'y suis restée 7 ans, donc j'ai fait une partie de ma carrière dans une grande société internationale chez Volvo, pour pas la citer, à Bruxelles. Et puis je suis rentrée, j'ai travaillé à la Bourse de Paris, chez chez Euronext. Et puis juste après, donc j'y suis restée 3 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné directement chez Europe Assistance, groupe Generali, donc dans les assurances. Très rapidement, j'ai été orientée vers tout ce qui était RSE et diversité inclusion, parce que c'était le début. D'autres sociétés. C'était il y a plus de 10-12 ans. Ouais, ok. Donc c'était en amont de la mode, voilà, du sujet. Tout à fait. Ouais. Bon, il y avait d'autres sociétés. Et on te visualisait sur ces rôles-là. On se disait, c'est pour Hélène. Oui. Alors attention, rien n'est arrivé par hasard. Hein. Dans l'esprit, le nom tu l'as déjà. C'est que moi je savais que donc j'étais à la finance et je me disais là, je voudrais bien faire autre chose parce que j'ai envie d'évoluer. Et donc j'avais déjà j'avais déjà compris. Ça a rien de prétentieux, mais je m'étais déjà rendu compte qu'on parlait beaucoup de RSE, on parlait beaucoup de diversité inclusion, et donc j'avais un peu creusé le sujet. Et c'est là où et ça c'est véridique, je me suis rendu compte que chez Europe Assistance, il y avait rien au niveau D&I, il y avait rien au niveau RSE. Et donc j'en ai parlé avec mon boss qui était le DAF, le groupe DAF Group à l'époque, avec qui j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et une super relation intellectuelle. Et il m'a dit pourquoi ne pas déployer ce réseau, ce département RSE D&I. Écoute, moi je t'approuve. Par contre, tu vas défendre ton dossier à la RH. Et je suis allée à la RH pour dire, en fait, on est une super multinationale, grosse entreprise. Mais en fait, il nous manque juste un truc, c'est qu'on n'a pas de département RSE, D&I. Donc là, c'est un point de vue stratégique. On est peut-être très performant sur plein de sujets, mais là, il nous manque quelque chose. Il nous manque une jambe. Et donc, on m'a donné... Ils ont adhéré. On m'a dit, très bien, fais tes preuves. Alors là aussi, c'est pareil, on parle de discrimination. Alors maintenant, je peux le dire parce que je garde un très bon souvenir, mais j'avais pas du tout apprécié qu'on me dise, quand on me dise, écoute, oui, on te donne le poste, vas-y, tu crées, tu pars de rien, tu crées. Alors, t'as pas de budget, tu prends une stagiaire, donc là, je te dis, ok. Et en même temps, tu dis, et ma REM, on en a eu, parce que, alors, ça aussi, c'est super important, et ça, c'est un truc que je voudrais vraiment dire à toutes les femmes, alors les hommes aussi, mais surtout les femmes. On dit toujours, pourquoi les femmes ne sont pas augmentées?
Parce qu'elles ne demandent pas d'augmentation. Ça, c'est la première raison. Et en fait, toujours dans le non, tu l'as déjà, il faut aller demander votre augmentation. Et c'est pas parce que vous venez d'être embauché qu'on vous dit j'ai bien négocié mon package, ok super. L'année d'après, on y retourne. Et après, on peut avoir un non, mais on y retourne. Et on a le droit de postuler à un job et de demander un bon salaire, ou en tout cas un salaire convenable, même quand on n'a pas 100% des compétences demandées pour le job, parce qu'en général, personne ne les a, sauf celui qui a terminé de faire le job. C'est ça. Ou alors, dans le fameux syndrome de l'imposteur, c'est les femmes, il faut qu'elles aient 110% de toute la job description, alors que les hommes à 60, 50, ils y vont. Bon, et un salaire, ça se négocie. Même quand vous arrivez et qu'on vous dit, voilà, le package, il est tant, même si dans la tête, vous vous dites, waouh, c'est génial, non, c'est jamais génial. En fait, le bonus, peut-être qu'on peut l'augmenter. Et voilà, parce que il faut demander. Ça, c'est vraiment un truc à demander. Hyper vrai. Et même, moi, j'ai passé longtemps dans des rôles de commercial, de direction commerciale, et je suis parfois, aujourd'hui, dans mes nouvelles fonctions, un peu estomaquée de femmes qui sont dans les directions commerciales depuis longtemps, qui renégocient avec des nouvelles entreprises et qui, selon moi, se font un peu avoir côté salaire, alors qu'elles sont habituées depuis 15, 20, 30 ans à négocier des contrats à des dizaines, des centaines de millions. Oui, mais Mathilde, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais c'est un truc de dingue. Mais quand vous êtes manager d'une équipe, vous êtes super bon normalement à défendre votre équipe. Mais quand toi tu vas pour demander une augmentation, t'as moins cette aisance, et c'est clair. Et puis t'as l'impression que tu piques la bouffe dans le bec des autres. Voilà, alors que t'es capable de le faire pour ton équipe et tu vas te battre corps et âme pour ton équipe. Quand il s'agit de toi, tu passes un peu à la trappe. C'est très vrai. Et donc, juste pour en revenir, parce que j'avais pas aimé, et ça, je veux le dire. Dis-le. Quand j'avais eu ce nouveau poste, j'avais dit, et au niveau de l'augmentation de salaire, comment ça se passe? Et là, on m'avait répondu, d'abord tu fais tes preuves, et puis après on voit. On verra. Et ça, j'ai trouvé ça très moche. Ouais. Très, très moche. J'avais quand même accepté. Oui. Non, mais on aurait été nombreuses à faire la même chose, Hélène. Parce que en fait, il y a deux solutions. Soit tu dis, j'accepte pas et tu retournes d'où tu viens. Ouais. Alors, j'ai rien contre la finance, mais j'avais plus envie de faire de la finance. Soit tu dis ok, là je vais me défoncer en gros, je vais me défoncer et tu vas voir, tu m'as pas prise au sérieux parce que tu penses que je vais pas y arriver ou quoi que ce soit, tu vas voir. Donc là, tu as une espèce de challenge intérieur et puis en fait la vie est plutôt bien faite parce que tu te dis j'ai surperformé, j'ai dépassé les objectifs qu'on m'avait atteints, ou j'ai suffisamment fédéré pour créer des communautés dans les 15 pays, les 13 pays, peu importe. Ah wow. Et du coup, tu dis tiens, il y a quelqu'un d'autre qui tout d'un coup t'es chassé. Ouais. Et là tu dis peut-être que c'est ça. Peut-être que et c'est ce qu'on sait toujours à la fin du livre. On sait toujours à la fin de son propre livre que on peut pas sauter un chapitre. C'est si on va il faut faire tous les chapitres pour connaître la fin. Et donc il y a forcément quelque chose de logique, même s'il y a des fois on trouve que c'est pas toujours très juste. Pourquoi t'aimes autant la RSE? Tu l'as dit en partie, mais du coup ça fait combien de temps que tu bosses en RSE? Ça fait des années, plus de 10 ans. Qu'est-ce qui nous tient, la passion, la flamme, l'engagement C'est le fait qu'aujourd'hui on est en pleine transfo. Le monde change, le monde bouge, il y a plein de vérités qui sont en train d'être totalement chamboulées. On voit bien le changement climatique, même si certains te disent mais non, pas du tout, il n'y a pas de changement climatique. Mais bien sûr que oui, on voit bien la fonte des glaciers. Il y a une multitude de choses. Il y a les réfugiés climatiques. Il y a vraiment plein de choses qui font que on peut pas rester à rien faire et attendre, parce que si c'est pas pour nous, ça sera pour nos futures générations. Donc ça veut dire que à un moment il y a quelque chose qui fonctionne plus. Donc on doit le réinventer, on doit le transformer. Et ça c'est valable. Donc RSE, je rappelle que c'est responsabilité sociale de l'entreprise. On parle aussi de ESG, environnement, social et gouvernance. Donc tout ça, ce sont des nouveaux piliers. Ce sont des nouveaux piliers qu'on met en place pour pouvoir construire tous ensemble un monde qui soit meilleur et en tout cas meilleur que ce qu'il n'est actuellement. Et ça, c'est pour nos générations futures. Et même si il y a beaucoup de réglementations, alors c'est vrai que la France et l'Europe croulent sous les normes, on est fort.
Bon, peut-être qu'il y a certaines normes qu'on pourrait alléger, mais voilà, il y a une vraie prise de conscience. La montée des eaux, quand on voit des choses qui se passent, des inondations dans des endroits où c'était totalement improbable il y a 20 ans. Je me souviens de Al Gore, le documentaire d'Al Gore, je me souviens plus de son titre, mais ça, c'était un truc dingue. Il était hyper précurseur, ça faisait 20 ans, enfin il avait 20 ans d'avance. Et bon, voilà, donc oui, il y a des choses à faire, le monde se transforme, bien sûr qu'il y a le progrès, bien sûr qu'il y a l'innovation, et en fait, si on veut continuer à bien vivre, et puis à bien vivre tous ensemble, c'est-à-dire à tendre la main à ceux qui ont peut-être moins de chance, il faut revoir nos standards. Quel est le projet que tu as mené dont tu es le plus fier ? Est-ce que tu en as un que tu as envie de citer ? Alors oui, c'est pas du tout RSE, enfin pas du tout environnement, mais en fait j'ai créé ma boîte qui s'appelait Chic Je Bricole, la première boîte à outils pensée par les femmes pour les femmes. Énorme. Alors comment j'ai fait ça ? J'ai fait ça en 2015 parce que, alors, je le disais très pudiquement à l'époque que j'avais rencontré un accident de la vie. Donc maintenant, je peux le dire parce que je l'ai bien digéré et que maintenant, je suis bien à l'aise avec ça. Donc, j'ai divorcé. Mon mari a fait la crise de la quarantaine. Et donc, je me suis dit, comment faire pour transformer mon énergie négative en énergie positive ? Et là, ça part vraiment d'un truc tout bête. Bon, mon mari est parti. Et il est parti aussi avec la boîte à outils de la maison. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que quand il vous arrive ce genre de choses, la première chose que vous faites, c'est vous voulez tout refaire chez vous. Les peintures, rapprocher des tableaux, vous voulez tout refaire. Sauf que vous avez besoin d'une boîte à outils. Et moi, je me suis rendu compte qu'il était aussi parti avec la boîte à outils. Tu savais bricoler ? Bon, planter un clou, basique. Super basique. Et là, je me suis dit, faut faire quelque chose. Donc, me voilà partie chez Casto, Leroy Merlin, pour pas les citer. Donc ça, c'était 2015. Donc, il y a prescription, parce que maintenant, il y a des choses qui ont évolué. Et là, tu te retrouves dans le rayon boîte à outils et tu trouves que tout est très moche, très en plastique, trop gros, pas du tout adapté aux femmes, les poignées trop lourds, rien. Fait pour les hommes. Alors, je me suis dit, c'est pas grave, je rentre chez moi et là, je vais regarder sur Internet. Et là, tu tapes boîte à outils femme. Alors là, t'as du rose, t'as du Barbie Beach, entre guillemets. Et là, tu dis, mais moi, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux un truc qui soit chouette, qui soit un peu comme un sac à main avec plein de poches où je mette mes clous avec crochet X, tout ça. Et puis, surtout, la boîte à outils, super, mais il faut surtout comment je m'y prends. Et donc, j'ai créé aussi des fiches, comme les fiches les fiches cuisine de L. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux accrocher une tringle. Donc, comment je veux accrocher une tringle. Pas à pas. Comment je fais ? De quoi j'ai besoin ? Comment je m'y prends ? Hop, je retourne. Hop, donc, c'était vraiment une carte postale avec une super illustratrice. Et en fait, il faut parler simplement. Alors, très clairement, les hommes et les femmes sont pas faits pour bricoler ensemble. Parce que, en fait, vous demandez un truc de bricolage à un homme, votre mari, votre frère, en fait, on se comprend pas. Déjà, nous, on lit pas les modes d'emploi parce que ça nous fatigue. Bien sûr. On commence par appuyer sur tous les boutons, puis quand ça marche, c'est bien. Et en fait, j'ai créé 2 modèles Made in France, Thoiry et Belle-Île. Et j'ai fait une levée de fonds. Mais c'est extraordinaire. Levée de fonds où j'ai récolté 6 000 €. Alors attention, on n'est pas sur 3 millions. Hein. Mais ok. Voilà. Mais c'est une première étape. Voilà, j'ai mis mes petites économies, ce qui m'en restait. Et j'ai fait une levée de fonds de 6 000 € et j'ai pu lancer ma première production de mes 50 boîtes à outils. Alors, je peux lancer un appel. Mais moi, je les veux. Donc, j'en ai 50. J'en ai vendu 30 à mon premier cercle. Et en fait, il m'en reste 20. Tu les as toujours chez toi. Tout à fait. Mais c'est extraordinaire. Belle-Île. Et j'avais fait un Belle-Île et Thoiry. Et j'avais fait j'avais un site internet et j'avais une page Facebook qui est toujours là, mais que je n'alimente plus. Et en fait, ça a été salvateur. Redonne-moi le nom. Chic Je Bricole. Chic Je Bricole. Voilà. Et en fait, pour dire aussi que aimer cette aventure entrepreneuriale, j'ai adoré nourrir une idée, Alors, ça m'a permis, et c'est très drôle parce que mon fils était alors en prépa et on bossait comme des dingues tous les deux. Ma fille était plus petite
Et en fait, les week-ends, chacun bossait sur ses dossiers, entre guillemets. Et vous faisiez des pauses ensemble. Des pauses. Et puis j'ai surtout, alors là aussi, c'est quelque chose que je voudrais saluer. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont tendu la main et qui ont été extraordinaires, qui ont été touchés par mon histoire. Donc, il n'était pas du tout question de faire ouin-ouin et de dire rien, mais qui ont été touchés par mon histoire et qui m'ont suivi. Et notamment, je pense à Oursicat, une agence de com qui m'a fait mon film pour ma levée de fonds. Et vraiment super et de façon bénévole, gracieuse. Et voilà. J'ai par ton projet. Ouais. Et j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Et ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit, il y a encore une humanité. Ouais. Et ça, pour moi, c'est la morale de l'histoire, c'est qu'on peut être au fond du trou. Il y a toujours des gens qui vous tendent la main et peut-être là aujourd'hui vous dites, je les connais pas ces gens. Et en fait, si vous arrive un truc, il y aura forcément sur votre chemin des bons samaritains, entre guillemets, des gens qui vont être là, qui vont vous faire du bien. Et ça, c'est voilà, c'est ne jamais désespérer, même si on est au fond du trou, même si on traverse des moments du rail. Eh bien, forcément, au bout du chemin, il y a le soleil. Et puis, en fait, on parlait de grandir. On parlait de no et now et no et now. Et ben en fait, c'est ça. C'est comment j'ai cette résilience, comment je rebondis, comment j'ai ma capacité à me refaire. Et ça, ça vous grandit. Je le sens et j'ai encore 1000 questions, mais tu as du coup toujours nourri, alors déjà une force de dingue qui te vient de ta mère, ta grand-mère t'en a parlé, mais une capacité à te réinventer, à repartir, peu importe, je vais pas dire peu importe, mais en outrepassant à un moment donné les moments difficiles, qui est dingue. Est-ce que dans ta carrière, parce que là t'as quand même, ta carrière elle est super belle, t'as un super poste, est-ce que il y a déjà eu des moments délicats où tu as été moins appelée, où tu t'es sentie un peu en galère? Mais complètement. Parce que en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que bon, alors là, on est en toute transparence. Bien sûr. Mais partage-le si tu as envie de le partager. Oui, parce que c'est plein d'espoir. Et encore une fois, voilà, ça a beaucoup de valeur. Et moi, mon objectif dans ces interviews, c'est effectivement de mettre en valeur l'expérience de la personne dans les moments qui sont fastes, et c'est génial, dans les moments qui le sont moins, et ça arrive au meilleur. Parce que dans toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a des moments il y a des gens qui sont dans un moment un peu délicat de leur vie, et notre objectif, c'est de leur amener de la lumière, des perspectives, des possibilités. Et voilà, tout le monde est des gens formidables, on connaît des moments délicats, mais complètement. Et on su revenir. Mais complètement. Et alors là, je peux, si ça peut servir, alors pas de cas d'école, j'ai pas cette prétention, mais voilà, si ça peut apporter un peu de soleil. Donc moi, j'étais chez Europe Assistance depuis 12 ans, et je me suis dit, Hélène, tu vas bientôt avoir 50 ans. Donc ça, c'était il y a combien il y a 5 ans, 4 ans, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, tu vas bientôt avoir 50 ans, il faut essayer de se recaser, de se replacer ailleurs, parce que 50 ans, c'est une étape, c'est un cap. Voilà, il faut se réinventer. Je vais bientôt avoir 50 ans. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, je peux vous dire qu'en 2019, fin 2019, tout début 2020, la France allait bien, la France était prospère, la France avait un dynamisme économique, etc. Donc, moi, je me suis dit, je vais négocier un départ, en fait. C'est le bon moment. Ouais, c'est top. J'ai que 47, je sais plus. Et donc, allons-y, en avant Guingamp. Et bien, j'ai donc négocié mon départ. Je suis partie au 1er janvier 2020. Oh, putain. Et que s'est-il passé 2 mois après? Le Covid. Le Covid est arrivé. Et là, ça a été super, super compliqué. Tout d'un coup, tout s'est figé. Alors, oui, j'avais le chômage, mais je me suis dit, mais moi, je veux continuer d'apprendre, je veux continuer de me former. Donc, j'avais une grand soir. C'était très particulier. Donc, j'ai essayé j'étais
Je voulais vendre quelques petites missions. Alors petite, si Marlène Schiappa écoutait, elle dirait, elle ne dit jamais petite. Ah oui, j'ai vu ça. Hein, donc je voulais vendre 2-3 missions. Missions, pas mal. Et puis tout a été totalement gelé. Donc évidemment là, vous êtes sur votre LinkedIn, vous balancez des CV, vous en envoyez. Ça réagit pas. Ça réagit pas ou ça. Alors soit personne ne vous répond et là vous dites mais punaise, il y a un minimum quoi. Ouais. Bon non. Soit on vous répond mais alors non en fait soit c'est déjà pourvu, soit vous correspondez pas, machin, gna gna gna. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup accrochée. J'ai pas mal balancé de CV. J'ai contacté des chasseurs. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je me suis beaucoup nourrie aussi. Très très important pour dans ces moments-là, c'est inscrivez-vous à des webinars parce que ça vous aide. Parce que d'abord vous n'êtes pas toute seule, puis en plus vous vous nourrissez, donc vous apprenez. Et puis, j'ai été chassée. J'ai répondu, alors ça, je m'en souviendrai toujours, toute ma vie. Je réponds à une annonce LinkedIn, je ne sais même plus ce que c'était, à 19h. 19h15, le chasseur m'appelle. Mais non. Donc, autant vous dire que j'étais en train de faire un petit filet mignon pour changer les idées. Voilà. Donc là, j'étais pas. Mais tu réponds dans le truc. Je réponds. Oui, votre CV est très intéressant, gna gna gna. Je voudrais qu'on se rencontre. Gna gna. Bon, très bien. De fil en aiguille, j'ai passé 7 entretiens. Je suis rentrée dans cette boîte que je ne souhaite pas nommer, qui est un cabinet, on va dire, les Big Four. Ok. Et dans lequel c'était pas une bonne expérience parce que j'étais pas à la bonne place. Et en fait, vous savez si vous êtes à la bonne place. Bon, alors moi, j'avais Tu l'as pas... senti dès le départ? Ouais. Et donc, j'ai pas eu une expérience. J'ai fait plein de choses parce que moi quand je fais les choses je les fais, enfin quand j'entre dans un poste j'ouvre mon réseau, je fais les choses à fond parce que j'ai envie de faire bouger les lignes et en fait ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Au bout à 15 jours de la fin de ma période d'essai, donc 5 mois et demi, on m'a remercié. Et j'avoue que je suis vraiment tombée de ma chaise. Donc ça a été super dur. Zéro warning, zéro... Des warnings, des remises en... Enfin, oui, mais des choses comme ça peut l'être pendant la période d'essai parce que tu t'adaptes. Mais pas comme ça. Mais pas comme ça. Donc ça a été un énorme choc. Vraiment, j'ai eu du mal à remonter la pente, donc j'ai eu quelques mois de passage à vide. Et puis j'ai été sollicitée pour du management de transition. Ça c'était génial. Merci Marion Vidal qui m'a fait confiance tout de suite. Ça aimé. J'ai adoré. Génial. Dans la tech chez Idemia, je peux le dire. Et puis après, là j'ai été également chassée pour être merci Edith Zieri, donc spécial cœur d'avoir cru en moi et puis de m'avoir placée chez WFS, là où je suis actuellement, où je suis vraiment à la bonne place. J'adore. Dans l'industrie. Mais j'adore. Mais j'adore. Pourquoi ? Parce que les femmes, on n'est pas très nombreuses. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très respectueux. Alors, c'est chez moi, peut-être qu'ailleurs ça ne l'est pas, mais chez moi, c'est très respectueux, c'est très bienveillant, il y a une vraie entraide et il y a un vrai épanouissement. Et donc, comme on n'est pas beaucoup de femmes, je me bats encore plus pour dire, mesdames, mais rejoignez l'industrie, vous avez une carrière à faire. Bien sûr, quand vous n'avez pas parlé de paillettes, de gloss, d'eyeliner, mais vous avez parlé d'autres choses. Il y aura des cargos et du fret et c'est formidable. Et c'est l'industrie, c'est la vie. Passionnant. Comme j'ai entendu, l'industrie, c'est la vie, c'est pas de moi, mais voilà, c'est juste génial. Et en fait, il faut trouver, dans sa quête du Graal, c'est trouver l'endroit où on est au bon endroit, à sa bonne place. En fait, c'est ça. Une fois qu'on l'a trouvé, on est bien. Combien de temps tu y es ? 18 mois et 2 jours. 18 mois et 2 jours. Ah non, mais c'est top. Le bon endroit au bon moment. Exactement. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus. Je pense que, comme disait Oscar Wilde, il y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Non, d'ailleurs, c'est pas lui, c'est Paul Éluard, donc désolé. Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Peut-être que moi, ma trajectoire, c'était de galérer, de pas tomber au bon endroit tout de suite. Voilà. Et puis à un moment, vous savez que vous y êtes. Et là, vous êtes bien. Alors vous vous dites, oh, pourvu que ça dure. Ouais. Et vous faites en sorte que ça dure. Oui, c'est clair. Quelle est, pour l'instant, la qualité qui t'a le plus servi ? Qu'est-ce qui t'est le plus utile dans ton parcours professionnel ? Plein de choses. Tu peux en choisir plusieurs. Super. La transparence et l'intégrité. L'intégrité intellectuelle. Je crois que c'est extrêmement important parce que les gens, être authentiques et intègres, c'est ce qui vous permet d'avancer et d'être reconnu pour votre valeur et la bonne valeur. Et c'est ce qui va vous permettre
si les gens vous reconnaissent pour ces qualités-là, c'est qu'ils peuvent vous faire confiance et donc quelque part vous pouvez monter. Et c'est ça le truc, c'est donc la transparence, l'intégrité, l'empathie. J'ai envie de parler de sororité, mais la sororité c'est aussi un peu compliqué parfois. Donc voilà. On peut le dire. Oui, la sororité, c'est compliqué. Moi, j'espère avoir toujours répondu. Alors, tu l'es. Soror, merci. Mais j'estime que la sororité, il y a la bonne et la moins bonne. C'est comme le cholestérol. C'est-à-dire que la bonne, c'est celle, ok, je te tends la main et c'est pas parce que je te tends la main que j'ai moins de pouvoir, moins d'influence ou moins de force. C'est savoir reconnaître que je te tends la main gratuitement, sans rien attendre en retour, parce qu'un jour, peut-être que c'est moi qui aurais besoin que tu me tendes la main. Donc, je trouve que c'est un espèce de cercle vertueux, de win-win. Donc, il y a les vraies femmes qui sont dans la sororité et qui aident et qui disent t'as besoin d'un coup de fil, t'as besoin que je passe un coup de fil, t'as besoin que je pousse ton CV ou n'importe, je le fais. Parce que ça, je trouve que c'est hyper important. Et puis, il y a les autres femmes qui sont moins dans la sororité, qui ont réussi leur parcours, qui sont à des postes extraordinaires, qu'on ont certainement bavé pour arriver là où elles sont. Et qui se disent si moi j'en ai bavé, autant que les autres elles en bavent, et donc on n'a pas de première de cordée, et ça je trouve que c'est dommage, mais ça existe. C'est pour moi, il y a toutes les femmes ne sont pas dans la sororité, et c'est important de le savoir. C'est important de se le dire, et c'est aussi une preuve d'honnêteté. Et voilà, bon là évidemment c'est facile. De toute manière, je ne t'aurais pas invité si tu n'étais pas dans la sororité. Mais voilà, Hélène, et je le dis du coup face au micro, on a été présentés grâce à ma sœur Hortense, que je remercie. Mais exactement. Dès le départ, déjà ma sœur est un amour, comme tous mes frères et sœurs, et me donne autant d'aide et de soutien que possible. Mais dès qu'on s'est eu la première fois, et je te sais extrêmement sollicité, et aujourd'hui je découvre d'autres de tes fonctions dont je le mesurais carrément pas, tu m'as tendu la main à plusieurs reprises, et ça a une puissance et ça amène une confiance et des possibilités qui sont monstrueuses. Alors ça, c'est aussi la force du réseau. Et effectivement, tu mentionnes Hortense, et Hortense, j'ai une grande admiration et une grande reconnaissance pour elle, parce que elle m'a, je sais pas si je peux dire Michael Page. Bon, alors je le dis. Tu peux dire ce que tu veux. Voilà, Hortense, talent de recrutement chez Michael Page. C'est elle qui m'a trouvé ma seconde mission de management de transition chez IDEMIA, donc dans la tech, donc qui était parfaitement alignée avec ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, eu égard à mes engagements au laboratoire de l'égalité. Et c'est avec des personnes comme Hortense qui sont sur votre chemin, qui vous tendent la main, qui vous aident même peut-être au-delà de ce que leur job description à eux pas les autorise, parce qu'il n'y a pas de autorisé ou pas, mais voilà, qu'ils le font. C'est pas mentionné, c'est pas obligatoire. Voilà, exactement, c'est ça. Et Hortense a été absolument super. Vraiment une de ces femmes qu'on a la chance de pouvoir rencontrer, et la force du réseau, la force de la résilience, de la bienveillance, eh bien c'est le fait de mettre ensemble en relation des femmes qui ne se seraient pas forcément rencontrées, parce que honnêtement Mathilde, peut-être qu'on se serait pas rencontrés, il n'y avait pas eu Hortense. C'est sûr. Et en fait c'est l'énorme réseau qu'on crée comme ça en se reconnaissant, en ayant des valeurs communes, parce que la notion de valeur est hyper importante. Et on parle, alors quand je parle de valeurs, c'est très différent d'un entre-soi. Parce qu'on peut très bien dire un entre-soi, tout le monde est dans son là c'est encore un truc d'entre-soi. Non, c'est une question de valeur. On peut ne pas être dans son entre-soi, mais partager les mêmes valeurs. Et avec des valeurs communes, c'est ce qui nous permet, moi du moins, c'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me permet de m'enrichir avec des gens qui ont des valeurs communes. Et puis j'allais dire basiquement, mais ça c'est très basique, d'être heureux. J'ai toujours trouvé que quand on avait la possibilité d'apporter un coup de main, un petit coup de pouce, alors au-delà d'aider l'autre, très égoïstement, ça me fait du bien. Mais complètement. Ça me nourrit, et je tire un autre fil qui est de se dire à tous les professionnels qui sont en poste, tendez la main, répondez aux sollicitations de ceux qui sont peut-être un peu en galère. Peut-être qu'un jour ce sera vous, ça arrive à des gens absolument formidables. Moi j'essayais, facile à dire, de donner 30 minutes par jour
d'une sollicitation, le cousin, le pote, la personne de l'équipe, quelqu'un qui a une question, qui a envie de creuser un sujet, parce que déjà je trouve que c'est assez valorisant qu'on nous demande à un moment un coup de main, de l'aide, un regard sur un sujet ou quelque chose, et c'est essentiel à notre développement à chacun, et qu'en général ben voilà, la roue tourne et qu'une personne à qui vous avez donné un coup de main, si un jour vous êtes dans un moment un peu moins passe, exactement, elle prendra son téléphone. Ouais. Si vous l'avez un peu méprisé, si vous n'avez pas pris le temps, moi, vous avez un peu moins de chance. Oui, et puis il y a l'autre point, c'est que quand toi t'es passé par là, quand t'es passé dans ta période un peu down, tu sais de quoi tu parles. Et t'es pas resté au chaud, t'es pas tout le temps resté au chaud. T'as été en risque, t'as eu des périodes pas très fastueuses au niveau mental, au niveau moral. Et quand tu en sors et que t'as des gens qui t'envoient un message sur LinkedIn en disant est-ce que vous pouvez m'aider, ou qui te sollicitent, je réponds toujours parce que j'ai été à leur place. Et il y a rien de pire que d'avoir une indifférence. C'est horrible. Parce que même si je peux pas aider, ou parce que c'est pas mon domaine, ou je peux pas tout simplement, et que je vois personne qui pourrait aider, je dis, je suis désolée, j'ai pas ça en magasin. Tu considères, tu réponds. Mais bien sûr. Et comme tu viens de le dire, tu considères. Donc il y a la simple considération de répondre, de dire, je suis désolée, je peux pas vous aider sur ce coup-là, mais je vous envoie plein de courage et je vous souhaite de trouver rapidement, de l'empathie, alors bien sûr que vous pouvez, on peut prendre, ça peut prendre du temps de faire ça, mais faut penser que quand toi t'as été là-dedans, t'as été dans cette période, et ben t'aurais bien aimé que quelqu'un prenne 5 minutes pour te faire un petit email en disant je peux pas, mais je vous envoie des bonnes ondes. Et ça, pour moi, c'est ultra important. 1000 fois raison. Et en fait, dans les réseaux, dans les communautés qu'on crée avec Noldy, et on va y venir, il y a vraiment un enjeu de mettre en relation des gens qui sont dans un moment faste. Génial, tant mieux, profitez-en et ça va durer, vous allez construire pour ça. Et de ceux qui, à un moment, ont soit un accident de parcours, ont eu envie, ont eu besoin de se réinventer, pour qui c'est pas facile, parce que franchement, quitter ou se faire pousser dehors de la cage dorée et devoir tout reconstruire, franchement, c'est terrifiant. Et c'est la force, l'envie de se faire la courte échelle, de se nourrir intellectuellement ensemble. Oui, et exactement. Et moi, je rajouterais aussi, c'est le fait de dire, on n'est pas tout seul. Parce que quand on commence à en parler, on s'aperçoit que, en fait, il y a plein de gens. Et par rapport à Noldy, c'est pareil. Par rapport aux 45+, c'est un vrai passage, c'est un vrai problème. Quand on est dans son entreprise depuis 25 ou 30 ans et que, en fait, on n'a pas eu envie, et c'est très personnel et il n'y a pas de jugement là-dessus, mais quand on n'a pas eu envie de bouger parce qu'on se dit, j'étais bien, je suis en Roumanie, en thérapie ou quoi. Bon, c'est un choix, mais en fait, on ne sait pas combien dehors ça peut être difficile, combien ça peut être dur, et notamment quand on passe les 50 ans. Déjà, au niveau de la femme, 50 ans, là, il y a l'invisibilisation totale des femmes au cinéma ou autre. Bon, là, pareil, je fais un petit écart, mais un petit pas de côté. Et il nous faudra un nouvel épisode, Hélène. Mais c'est vrai, bien sûr que c'est tellement vrai. Voilà, et j'ai l'impression qu'à partir de 40 ans, de toute manière, on joue le rôle de la grand-mère. C'est affreux. Toutes les images, et là, peut-être qu'on peut faire une petite digression sur l'IA. C'est extraordinaire. Moi, quand je prompte, quand je prépare mes articles, mes contenus, alors maintenant, j'ai des images qui sont des vraies images, mais au début, quand on lance une société qu'on n'a pas de banque d'images, on va dans des banques d'images déjà existantes. Si vous tapez senior en entreprise, ou quinca, ou tout, c'est affreux. C'est ma grand-mère. La représentation est affreuse. C'est la représentation d'une personne de 90 ans. C'est ça. Même tous les termes, dès que moi je prompte, et pour autant ça fait plus d'1 an, donc normalement mon IA me connaît bien. Très régulièrement, j'ai les mots, de retraite qui réapparaissent, de progression lente, de tout le vocabulaire autour du doucement, de la lenteur. Tellement ancré, ça me rend dingue. Et la représentation, vous parlez d'une senior, vous avez une mamie avec son chignon blanc, cheveux blancs avec en EHPAD. C'est tricot là, c'est affreux, c'est tricot. Tricot. Et c'est aussi pour ça que j'ai sciemment choisi de ne pas utiliser à outrance, en tout cas, le mot senior, même si d'autres le font, parce que je trouve que les seniors, c'est autant quelqu'un qui a 45 ans que quelqu'un qui en a 100. Il faut pas mettre des gens qui sont à 50 ans de différence de vie dans la même case. Et en fait, dans la tête des gens, le mot senior, c'est quand même le ralentissement, c'est quand même la fin de quelque chose. Et les professionnels de 45, 50, 55, 60, 65,
mais pardon, ils ont envie de bouffer le monde. Ils ont envie de construire, ils ont envie de contribuer, ils ont une énergie de dingue. Mais complètement. Il faut leur rendre, rendre à César ce qui est à César. Et je trouve que avec ce mot seigneur et toutes les représentations qu'on en a, on est trop loin et c'est insupportable. Et ça génère du gâchis. Mais complètement. Alors, petit aparté, Mathilde, j'espère que tu promptes au féminin. Avec ton IA, hyper important. Je vais progresser, Hélène. Il faut absolument, mesdames, prompter au féminin. L'IA est un... Alors, qu'est-ce que ça veut dire prompter au féminin ? L'IA est un système auto-apprenant, c'est-à-dire qu'il se nourrit de ce qu'on lui donne. S'il y a que des mecs qui utilisent l'IA, et ben en fait les femmes elles vont disparaître et être invisibles. Donc il faut pas hésiter de dire je suis directrice, je suis au féminin. Promptez au féminin, mettez vos quand voilà. Vraiment prompter au féminin parce que ça fera toute la différence. Alors c'est les petits rues faisant les grandes rivières, mais petit à petit on arrivera à peut-être avoir une IA égalitaire si on commence déjà par bien prompter au féminin quand on est une femme. Et puis je peux lui donner un petit nom féminin aussi. Bon. Les seniors très moches comme très très moches. Il n'est pas aligné avec les gens que j'ai en face de moi. Et je pense non pas s'il les dessert. Mais absolument pas. Alors, il faut savoir que pour Pôle emploi, enfin maintenant on dit France Travail, on est senior à partir de 45 ans. Bien mais sûr. Quelle horreur. Pour l'INSEE aussi. Quelle horreur, mais 45 ans, ce n'est pas possible. Mais tu sais qu'il y a même des entreprises. Alors, la plupart des gens parlent d'un décrochage ou en tout cas d'un changement de regard et de perspective à partir de la cinquantaine. C'est en général très marqué. Mais j'ai travaillé avec plusieurs talents qui avaient moins de 45 ans, dans des industries particulièrement médias et luxe, non seulement d'une femme géniale qui avait 43 ans et qui m'a dit en fait, si j'étais pas la boss, je me serais déjà fait dégager. J'ai reçu mon petit papier de retraite, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Je réalise que j'ai contribué 75 trimestres, qu'il m'en reste 92. Je ne suis même pas à la moitié de ma carrière et je sens dans le regard des gens avec lesquels je travaille, mes collaborateurs, mes clients, mes partenaires, que je suis déjà un peu en fin de quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, mais c'est un délire. C'est affreux, d'autant plus que moi, je suis en train de réaliser, enfin, je suis pas toute seule, mais on repousse l'âge de la retraite de plus en plus. Mais ça veut dire que les seniors vont travailler les Noldi, tu veux dire. Les Noldi vont travailler de plus en plus tard. Sauf que à un moment, c'est si tu recherches un poste et que parce que tu as plus de 55 ans, on te dit non, t'es trop vieux. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que on a un besoin de talent, et moi je persiste à dire qu'on peut être un talent de plus de 50 ans, on peut être évident. Alors pas les espoirs, comment on dit? Un high potential. High potential, exactement. On peut être un high potential après 50 ans, et c'est pas du tout débile de le penser. C'est tout sauf. Donc pour moi, je milite. On peut avoir plus de 50 ans et être un high potential. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vois, c'est que les plus de 50 ans, ils ont l'expérience, ils ont l'expertise, ils ont la disponibilité et ils ont les codes. Alors les petits juniors, ils sont bien mignons, on les aime bien quand ils ont les codes. Mais quand ils n'ont pas les codes, il faut leur apprendre. Alors, bien sûr que moi, je suis pour à 100% les juniors et seniors, donc l'intergénérationnel et je perds mon mot, là, je suis dans mon brouillard intellectuel. On va revenir. Voilà. Donc, bien sûr qu'on a cette intergénérationnelle avec les juniors et les seniors. On a beaucoup à apprendre, aussi bien des nouvelles technologies, mais quand on dit nouvelles technologies, c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on est complètement naze au niveau technologie. On peut être aussi curieux et puis s'ouvrir à ce genre de choses. Et a priori, des révolutions technologiques, quand on a plus de 50 ans, on en a connu déjà un certain nombre. Exactement. On est aguerri. Et puis, je pense qu'on a l'agilité, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter et on est toujours en mode agile. Les gens de plus de 50 ans qui sont 55 voire 60, même peut-être après, qui pensent pas à la retraite et qui se disent moi je me sens jeune, j'ai envie de continuer à bosser peut-être même jusqu'à 70 ans parce que je c'est pas qu'est-ce que je vais faire à la retraite, c'est pas ça, ils ont cette recherche d'intérêt général, de sens commun et de se dire moi c'est mon kiff, il est là. Et en fait on a vraiment tout à s'apporter, c'est le reverse mentoring, voilà, c'est ce que je cherchais, reverse mentoring, les jeunes et les moins jeunes. On a plein de choses à s'apporter et donc il faut pas se dénigrer. Et quand on a des espèces alors un truc que je ne supporte pas, c'est vraiment, ça m'horripile, c'est les boomers.
quand on dit les boomers. Mais les boomers, bon, alors on arrête tout de suite. Les Je te boomers. rassure, on dit ça à des gens de 30 ans. Oui, alors les boomers, normalement, c'est 45-65. Bon, mais je trouve ça affreux parce que les boomers, mais heureusement qu'ils sont là, quoi, parce que ça m'exaspère de penser que les boomers sont au rebut, dépassés. Je veux dire, la compétence, c'est comme le genre. Moi, je mets l'âge et le genre, c'est un des 5 piliers de la diversité et de l'inclusion. C'est une question de compétence, et ni de genre, ni d'âge. On peut être extrêmement compétent à 64 ans et totalement incompétent à 32 ans. Donc, c'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté, d'état d'esprit, de mood, enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est limite injurieux de dire boomer, quoi. C'est comme quand on parle des retraites. Ouais, il faut couper dans les retraites, mais arrêtez de dire il faut couper dans les retraites. Les retraités, ils ont bossé. Alors, je suis pas retraitée, mais les retraités, ils ont bossé toute leur vie. Bien sûr. Et voilà, il y a un moment, quoi. Donc, voilà. En fait, t'es presque encore plus ambassadrice que moi, mais du coup, j'adore. Si t'écoutes, et je tends particulièrement l'oreille. Donc, la semaine dernière, on verra quand t'es publié cet épisode, mais du coup, il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait une députée qui était interviewée sur BFM. Et qui dit, très sérieusement, nous, on a un vrai problème en France sur l'emploi des jeunes et des personnes âgées. Oh mon Dieu! Donc là, c'est même pas boomer, c'est personnes âgées. Si tu écoutes à la radio ou des podcasts, dès qu'il y a une start-up, ils sont de toute manière jeunes et dynamiques. Donc quand tu es moins jeune, tu n'es forcément plus dynamique. Je me souviens de Catherine Barba, qui est quand même une nana assez extraordinaire, qui avait été invitée dans un podcast. Je sais plus quel âge elle avait à l'époque, 47, 48, 49. Est-ce que je peux t'appeler la mamie du web? De Mike Horn, 59 ans, qui est quand même ce beau gosse aventurier, à qui on dit, mais je suis vachement surpris, t'es vachement bien pour ton âge. Et on croit faire un compliment, c'est horrible. Et c'est tout le temps. Et là, en fait, les gens que je vois de 60 ans, j'ai déjeuné avec un monsieur hier extraordinaire, et il me dit, mais en fait, moi, je vais même pas te dire que je suis pas dans les shortlists ou que je suis pas pris après les entretiens. J'ai pas d'entretien. Ça fait 18 mois que je cherche. J'ai pas d'entretien. Le mec a été consultant pendant 37 ans dans les plus grands cabinets. C'est même pas que j'y arrive pas. Je suis pas appelée. On me répond pas. Ça n'existe plus. 60 ans. À côté de ça, tu viens de le dire, il y a des gens qui bossent jusqu'à 67, 68, 69, 70 ans. J'étais avec une femme entrepreneuse qui a créé sa boîte. Elle a 73 ans. M'a dit, je commence à penser que éventuellement j'ai envie de me laisser tenter par un autre stade de ma vie. 73 ans. Mais c'est l'état d'esprit. C'est dans la tête que ça va changer. Mais la représentation, elle est terrible parce que on est dans des stéréotypes au niveau des seniors, comme on les appelle. Alors par rapport aux technologies, on dit qu'ils sont pas réactifs, peu dynamiques, qui sont plus lents, qui sont pas du tout parce qu'ils sont pas digital native. En fait, ils comprennent pas ou ils sont pas dans les nouvelles technologies. Mais en fait, ils sont comme tout le monde. C'est qu'ils ont juste besoin d'être formés, d'avoir un training pour dire voilà, ça c'est un nouvel outil, nanana. Mais je comprends même pas pourquoi on fait cette différence. Alors peut-être que un plus jeune va évidemment comprendre plein de choses au niveau tech, mais c'est pas parce que t'as passé 60 ans que t'es has-been. C'est évident. Et c'est pareil, peut-être que la jeune génération, ils savent comment marche tel ou tel truc, mais par rapport au code, il y a peut-être aussi du boulot, quoi. Donc le reverse mentoring, c'est là aussi où il intervient. Essentiel. Et les représentations, il faut absolument arrêter ces représentations erronées concernant les seniors. Déjà, le mot senior, c'est affreux. Oui, il est affreux. Bon, il y a trop à dire en fait, Hélène, c'est terrible. Il y a même beaucoup d'études qui démontrent, alors même s'il y a un cabinet assez connu qui a annoncé il y a quelques mois, mais je vais pas le citer. Il y a un cabinet assez connu qui a annoncé il y a quelques mois la suppression de 11 000 postes. Alors, ils sont 700 000 dans le monde, donc des raisons économiques, toutes les entreprises ont leurs objectifs économiques, et ça, je le respecte. Mais sous couvert de 11 000 personnes, a priori, inaptes à prendre le virage du cloud. Je suis curieuse, juste curieuse, de voir la tranche d'âge qu'ils auront. À l'inverse, il y a d'autres entreprises, dont une, cosmétique française que je ne peux pas mentionner, qui, elle,
nous a invités à ce qu'on travaille avec eux, puisqu'eux, ils veulent démontrer que les seniors, les plus de 45 ans, avec leur recul, leur expérience, sont probablement beaucoup plus équipés pour piloter l'intelligence artificielle. Bien sûr. Et faire des pilotes sur la création des agents, la délégation à des agents, l'intégration d'agents IA à des équipes, tout en continuant à faire grandir les humains, et en particulier les jeunes qui ont beaucoup à apprendre. C'est passionnant, mais leur prisme, c'est de dire que les seniors, en fait, sont probablement mieux équipés, davantage outillés pour piloter ces machines. Mais je suis complètement d'accord. Et pourquoi ? Par rapport à l'expertise, leur expérience, leur expertise que des juniors n'auraient pas. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est quand on utilise l'IA, c'est très bien, mais c'est pas argent comptant. Ça veut dire qu'il faut vérifier les données. Moi, l'IA, je m'en sers beaucoup. Non, mais c'est vrai. Mais tellement. L'IA, c'est un super assistant. C'est-à-dire que si vous avez un problème, une structure en anglais, une phrase que vous trouvez un peu bancale, paf, vous lui demandez, il vous propose 3-4 solutions. Mais maintenant, quand vous avez un vrai problème de fond, vous ne prenez pas comme argent comptant ce que vous dit l'IA. Il faut toujours vérifier les sources parce qu'il y a des fois, l'IA se trompe. L'IA hallucine. Eh ben, tout à fait. Et je reviens juste avant de te poser encore une ou deux questions sur ce sujet de haut potentiel. Nous, notre objectif avec Noldi, donc, c'est de ramener d'abord beaucoup plus de lumière positive sur les plus de 45 ans et beaucoup plus de perspectives. Et on ouvre ou on vient d'ouvrir, on verra où on en est dans la publication, ce qu'on appelle un village. Et le village Noldi, il est nourri de 5 entreprises qui nous ont confié le développement de certains de leurs talents, qui ont au moins 20 ans d'expérience, pour certains 25, 27, 28, 32 ans d'expérience, sur plusieurs axes. La posture, le leadership, la trajectoire, sur la nourriture intellectuelle, comment est-ce que je continue de grandir et d'être un bon leader à l'ère de l'IA, comment est-ce que je pilote mon business ou mes responsabilités dans un environnement géopolitique un peu instable, et puis comment est-ce que je rayonne. Et ça, c'est des entreprises qui ont été capables de se dire, effectivement, j'ai beaucoup investi dans mes plans haut potentiel sur des plus jeunes. Je me rends compte qu'aujourd'hui, il est également, et ça n'est pas une opposition, temps d'investir sur celles et ceux qui ont déjà une expérience riche et qui vont continuer de se projeter avec nous parce qu'on en a besoin. Alors moi, je trouve ça formidable. L'expérience que tu lances sur le village, je trouve ça génial parce que ça veut dire que les sachants d'un certain âge ont une réelle valeur. Donc c'est leur redonner, leur redorer leur blason, redonner de la valeur. Et c'est surtout que tu mets le point sur un sujet qui est hyper touchy, c'est la formation après 50 ans. Et ouais. Pourquoi est-ce qu'on arrête de former les gens après 50 ans ? Il n'y a pas que les 25-50 ou 25-45 qui ont le droit à avoir une formation et de pouvoir évoluer dans la boîte. À 50 ans, on n'est pas vieux, on a encore 15 ans, voire 17 ans à bosser. On va pas attendre avec ces aiguilles à tricoter ou enfin ça c'est pas possible. On sait même pas les manipuler dessus. Exactement. Quoique il paraît que le crochetting là est à la mode. Bon, on va s'y mettre. Mais voilà, ça c'est un vrai point. C'est pourquoi est-ce que on n'investit plus sur les plus de 50 ans, alors que les plus de 50 ans, quand ils sont bien quelque part, ils ont pas envie d'en partir. Ils sont de vraies valeurs. Fidèles. Ils sont fidèles. Engagés Et ils ont cette valeur ajoutée pour l'entreprise. Et l'entreprise, devrait vraiment se pencher sur les 50 et plus, quoi. Ça, la formation, c'est un vrai problème. On investit moins sur les 50 plus, alors qu'on devrait investir tout autant, parce que eux, ils vont rester. Alors que les plus jeunes, ils ont leur carrière à mener. Peut-être que ça sera pas dans la même entreprise, et c'est normal. C'est pas mal. Mais les 50 ans, c'est une valeur ajoutée, et il faut absolument que les entreprises comprennent que leur vivier de talent, c'est pas les 25-35. Non. 10% des budgets formation sont destinés aux plus de 45 ans. Et on a mené une étude qu'on va pas tarder à publier qui montre que 2,6% des plus de 50 ans dans les organisations bénéficient d'un plan de développement personnalisé. Donc il y a 2,6%, c'est-à-dire rien, qui savent à peu près où ils vont aller, où elles vont aller, qui sont éventuellement un peu attendus, les autres pas. Ah oui, c'est tout le problème, tout le paradoxe. Le paradoxe de notre société qui veut pousser l'âge de la retraite, rallonger l'âge de la retraite et qui n'offre pas suffisamment de jobs aux plus de 45 ou plus de 50. Donc, chercher l'erreur. Dernière question, Hélène. Quel conseil
t'as envie de donner à celles et ceux qui sont dans un moment un peu moins faste, un peu moins rigolo, un peu moins rose, qui ont un peu peur parce qu'ils ont le droit et que c'est légitime? Qu'est-ce que tu veux leur dire? 2 choses. Je dirais oser et gardez toujours votre confiance parce que les jours sombres vont passer et vous aurez bientôt des jours apprendre à danser sous la pluie, c'est à peu près ça. La période que vous traversez, c'est pas top, mais il y a toujours un moment où on touche le fond et on remonte. Et donc, il y a toujours le soleil qui est au bout du chemin. Et donc, ne perdez pas confiance. Il y a forcément un moment auquel vous allez vous y attendre ou pas. J'ai du mal à dire la phrase. Mais il y a forcément un moment où tout va s'éclaircir. Et vous n'avez pas traversé. Tout ce que vous avez traversé n'est jamais fait pour rien. Toujours une bonne raison pour grandir. Mais même si là, vous dites que vous êtes assez grand probablement et que vous préfériez avoir un job. Mais voilà, rien n'arrive par hasard et ça va venir. Donc, osez et gardez confiance. Et gardez votre bonne humeur. Ne sombrez pas dans une mélancolie ou dans le verre à moitié vide. Parce que ça dessert. Toujours essayer. Alors, c'est facile à dire quand on est au bout du bout. Il y a des fois, c'est pas facile. Mais voilà, voyez des gens qui vous aident à grandir. Voyez des gens qui vous font du bien. Ayez des lectures qui vous illuminent, qui vous éclairent. Mais voilà, et ne vous culpabilisez pas, vous n'y êtes pour rien, ça c'est hyper important. Vous avez une valeur et gardez toujours en tête votre valeur. Voilà, c'était plus que 2 mots, mais c'est... Ouais, mais c'était canon. Hélène, immense plaisir, je pense que ça s'est senti pendant l'interview, j'ai adoré. C'est une conversation dans un café, mais filmée. Merci beaucoup Mathilde, très chouette, et puis longue vie à Noldi. Noldi, merci. Et à très vite. À très vite. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, activez la petite cloche. Pour nous, ça fait toute la différence. Et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, l'expérience, c'est tendance. À la prochaine!